De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, chapitre 7, les mœurs chrétiennes au IVe siècle, suite. 1. Le monachisme oriental et son influence en Occident, suite. Saint Antoine fut contraint par un grand nombre d'ascètes de prendre leur direction, d'où les premiers groupements d'ermites. Ils habitaient des cellules séparées, occupés à chanter des psaumes, à prier, à faire de pieuses lectures, à accomplir aussi de menues besognes, tressage de nattes ou de corbeilles, tissage de sacs, qui, sans les soustraire à la contemplation, leur permettait de vivre. Parfois Antoine leur donnait des exhortations dont saint Athanase, dans sa Vita, écrite durant la persécution arienne de 356-357, nous a laissé le schéma. D'Antoine procède donc le modèle qui s'imposa dans la Moyenne et la Basse Égypte, colonie de moines où, sans obéir à une règle écrite, on suivait pourtant un mode de vie commune sous l'autorité des anciens, mais avec une large liberté spirituelle. Tel fut le cadre de vie adopté par les solitaires établis tout le long du Nil, entre le delta et l'Icopolis, le semi-anachorétisme. On distinguait surtout trois grands centres sur la rive gauche, la lugubre vallée du Nitre avec ses lacs salins, le désert des cellules et celui de Cété. L'affluence fut extrême. Selon Pallade, il y avait 2000 moines près d'Alexandrie, 5000 en Nitrie, 600 aux cellules et 500 à Cété. Foule anonyme, saints perdus dans le désert, sans histoire, peut-être les plus beaux. Quelques figures émergent pourtant. Ainsi, Amoun, le père des moines de Nitrie, Macaire d'Alexandrie et Évagre aux cellules, Macaire l'Égyptien à Cété. Ces milieux ne furent point fermés autant qu'on ne pourrait croire. Des pèlerins nombreux visitèrent l'Égypte monastique. Ainsi les deux Mélanie, Sainte-Paul et Saint-Jérôme, l'espagnol, Aeteria ou Egeria. Quelques-uns nous ont laissé des récits fort suggestifs. En 394, un groupe de voyageurs, dont Ruffin a traduit le récit, s'enfoncèrent jusqu'à Lycopolis, de là l'Historia Monachorum. Vers la même époque, le Galate Palladius se fixait à Alexandrie pendant 3 ans, puis durant 9 années à Nitrie, d'où il entreprit de vastes randonnées à travers les solitudes du Haut-Nil. Telle est l'origine de l'histoire lausiaque, ainsi appelée, parce qu'elle fut dédiée à Lausus, chambellan de Théodose II. Les savants travaux du bénédictin Don Butler en ont montré la valeur documentaire. Autre pèlerin de l'Égypte vers 385, Cassien y recueillait les éléments de spiritualité qu'il importerait plus tard dans notre Provence et qu'il confia à 2 traités célèbres, l'un, les institutions, où sont décrits les devoirs généraux de la vie monastique et la lutte contre les 8 vices capitaux. L'autre, les conférences, ou collationes patrum, qui rapporte les entretiens de Cassien avec les plus illustres pères du désert. Pour l'étendue et la variété de l'information, Pallade mérite le premier rang. Mais il s'arrête au côté extérieur. Son livre est une collection de biographies et d'anecdotes ascétiques, d'ailleurs singulièrement révélatrices. Moins pittoresque, l'œuvre de Cassien l'emporte en profondeur. Cet esprit fin et judicieux, imprégné de culture latine, décrit vertu et vice avec une psychologie pénétrante qu'agrémentent parfois des traits d'humour délicieux. Il reconstitue ainsi, sans flatterie ni dénigrement, la vraie physionomie ascétique et mystique du milieu alexandrin. À ces sources principales, il faut joindre encore les Apophthegmata Patrum, sentences et anecdotes sur les solitaires qui, en circulation dès le IVe siècle, furent ensuite colligés
soit par ordre alphabétique sous le nom des pères les plus fameux, soit dans un ordre logique selon une classification des vertus et des vices. Grâce à toutes ces œuvres, nous pouvons évoquer la vie des pères du désert. À première vue, deux traits émergent: pénitence, lutte avec le diable. Entre les moines régnait une émulation d'austérité que ne réfrénait aucune règle. C'était à qui détiendrait le record des mortifications. Le grand ennemi, c'était le diable, qui souvent avait pour complice le corps, les nerfs surexcités, l'imagination affolée. Les passions, orgueil, avarice, gourmandise, luxure, apparaissent comme les machines de guerre du démon. Avant tout, le combat est donc spirituel. Parfois, il revêt une forme spéciale. L'âme est envahie soudain par un découragement qui lui fait prendre tout à dégoût. Tel est le mal terrible de l'assédia, surnommé parfois le démon de midi, parce qu'il s'empare surtout des solitaires vers le milieu de la journée. Nul remède que le travail, le silence et la garde de sa cellule. Au terme de cette longue lutte, on arrivait à l'impassibilité, apatheia, non point morne et orgueilleuse comme celle des stoïciens, mais humble et joyeuse. Pourtant, il y a des ombres au tableau. Cette vie libre, non régie par une règle stricte, abandonne les anachorètes à leur propre discrétion, ce qui leur permet parfois d'en manquer beaucoup. Ces inconvénients d'une vie sans règle fixe avaient frappé un jeune moine nommé Pacôme. Que fit-il donc? Achever simplement une évolution. En effet, les ascètes tendaient à se réunir toujours plus nombreux auprès des solitaires en renom, tels que Macaire ou Antoine. Pacôme n'eut qu'à élever une enceinte autour d'un de ces groupements pour créer le cénobitisme. À ce changement extérieur correspondaient des modifications profondes. Désormais, une règle commune, marquée au coin de la discrétion, et qui, pour être accessible non seulement aux grands athlètes, mais à tous, restera pleine de modération. Seulement, tout ce que Pacôme retranche à la mortification corporelle, il le donne à la mortification spirituelle qu'est l'obéissance. Voici quel était l'ensemble de l'organisation nouvelle. Au sommet de la congrégation, un supérieur nommé à vie et dont le pouvoir reste absolu sur tous les monastères affiliés. Dans chaque monastère, diverses maisons groupent les artisans pratiquant un même métier sous l'autorité d'une sorte de chef des travaux. Plusieurs maisons forment une tribu et il y a une hiérarchie de tribus. Chaque maison fait successivement, entre guillemets, la semaine, c'est-à-dire assure le service général dans le monastère. Convocation de la communauté aux exercices, transmission des ordres des supérieurs, distribution des matériaux nécessaires pour le travail, etc. Au total, organisation puissante et hiérarchisée, presque militaire, et qu'animent deux éléments non plus facultatifs mais nécessaires, la prière conventuelle qui réunit les frères 5 fois par jour et le travail manuel. Pacôme recueillit un large succès. Il dut construire bientôt au nord de Tabénicie un second monastère au lieu dit Pébou, puis un troisième à Chélécite, d'autres suivirent. L'ascétisme égyptien essaima en Palestine. Hilarion, disciple de saint Antoine, l'implanta sur la plage aride qui s'étend au sud de Gaza, Cariton aux environs de Jérusalem. La Palestine et la Syrie ne connurent pas comme l'Égypte une belle efflorescence cénobitique. Signalons toutefois une fondation du type pacômien, celle du vieil Had, organisée par saint Épiphane. Dans ces régions, l'ascétisme érémitique prend un aspect excessif, parfois effrayant, souvent bizarre. On vit en Syrie d'étranges prouesses. Les uns, surnommés brouteurs, se contentaient d'herbes crues.
D'autres s'entraînaient à des paris d'endurance. La plus célèbre de ces mortifications fut celle des Stylites qui vivaient juchés sur une colonne.